Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 21 juin. Avec 3000 logements jugés insalubres dans le Val-de-Fensch en 2023, le dispositif permis de louer contraint 1500 propriétaires à des rénovations avant location. Explication dans cette édition. Lutter contre les inondations avec un bassin de rétention d'eau à Thionville, c'était une nécessité, mais les riverains veulent aménager différemment cette cuve. Les détails dans un instant. Et puis vous verrez sûrement quelques-uns de ces candidats sur la scène de The Voice. Ils ont auditionné hier à Metz face au directeur de casting Bruno Berberès. Jeudi, le temps sera pluvieux avec des nuages bien installés dans le ciel de Moselle, voire même des orages l'après-midi. Comptez 15 degrés en matinée et 29 au plus haut. Et ce soir, bien évidemment, c'est la fête de la musique pour célébrer ce premier jour d'été, en espérant que le temps soit au rendez-vous. Et dès ce jeudi 22 juin, Metz va briller de mille feux avec la 7e édition du festival Constellation. Patrick Thiel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Metz en charge de la culture, artistes internationaux, parcours diurnes et nocturnes, temps fort. On va parler plus en détail de cette nouvelle édition de Constellation dans un instant. Le temps de développer les titres. Mais on démarre d'abord avec ce projet de l'A31 bis qui continue sa route. Hier, le préfet de la Moselle indiquait qu'il avait proposé une synthèse complète au ministre des Transports sans dévoiler pour autant son choix face aux médias. Pour l'heure, il apparaît que le tracé F10, variante avec un viaduc, n'a pas reçu un grand soutien. Au contraire, c'est le tracé F4 en tunnel profond, plus cher que les autres, qui semble remporter plus de voix. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, espère que le ministre des Transports pourra valider l'un des tracés courant de l'été. Une fois choisi, une enquête publique doit encore être réalisée, puis viendra le choix du concessionnaire et enfin la construction des aménagements choisis. Logement maintenant, vous l'avez entendu dans les titres, ce mardi a été signée une convention de partenariat entre la CAF mosellane et l'hôtel de communauté du Val-de-Fensch. Elle permet l'échange de données dans le cadre de la mise en œuvre du permis de louer. L'objectif, c'est bien sûr de lutter contre les marchands de sommeil. Vous savez, ces propriétaires qui louent un logement indigne, mettant parfois en danger les occupants des lieux. Explication de Mathéo Philippe. 3000. C'est le nombre de logements jugés insalubres dans le Val-de-Fensch en 2023. Pour lutter contre les abus de location chère mais défectueuse, le dispositif permis de louer est mis en place depuis 2 ans sur ce territoire. En 2021, 1000 logements étaient déjà concernés par des rénovations obligatoires. Dès le 1er juillet, de nouvelles rues vont être concernées dans les communes d'Algrange, Florange ou encore Hayange. Un certain nombre de maisons anciennes ou de bâtiments très très anciens liés à la sidérurgie ou aux mines de fer qui n'ont pas forcément été remis à neuf. Pour lutter contre ces logements non décents, la communauté d'agglomération est en contact constant avec les villes. Donc les maires qui nous disent, voilà, moi je connais bien ma commune et je vous indique que dans telle rue, éventuellement, il faut effectivement qu'on regarde plus sérieusement que dans telle autre. 1500 propriétaires sont touchés par ces procédures. Elles concernent les logements mis en location après le 1er juillet 2023, ainsi que les logements loués à titre de résidence principale. La vice-présidente de la commission de l'agglomération de la vallée du Fensch a conscience que tous les propriétaires n'ont pas connaissance des aides qui leur sont apportées. Ça peut être des rénovations énergétiques du logement, ça peut être des travaux, ça peut être des conventionnements de logements. Pour éviter une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €, elle met l'accent sur l'importance d'accompagner les propriétaires. On a toujours réussi vraiment à rentrer dans le dialogue avec le propriétaire bailleur et à faire avancer les choses. Donc l'objectif, c'est surtout celui-là, c'est de faire avancer les choses pour que finalement, in fine, le propriétaire soit gagnant et aussi le locataire. La vallée de Fensch est la 2e zone du département où l'on recense le plus de signalements de logements défectueux.
Ils sont au nombre de 54, ont entre 11 et 15 ans et sont issus des 27 cantons de la Moselle. Le conseil départemental des jeunes est très actif tout au long de l'année. D'ailleurs, aujourd'hui s'est tenue la 4e session plénière, séance pendant laquelle Elias Pulkowski a pu faire le bilan de sa première année en tant que président du conseil, à l'occasion d'évoquer les temps forts du premier semestre 2023, mais aussi l'avancée des projets en cours. On l'écoute justement au micro de Léna Combe. Cette année, elle a été riche en information, en action. On a pu mettre pas mal de trucs en place. Ça a été déjà on a une bonne période de prise de contact, prise de connaissance entre nous. Donc aujourd'hui, on se connaît tous presque. On a noué des liens forts et ça nous permet d'être performants au niveau du travail. Donc on a œuvré sur plusieurs projets, l'inclusion, la lutte contre la précarité menstruelle, l'accessibilité au parasport, à la culture. Voilà, donc il y a eu plein de sujets différents abordés en cette première année et on espère que on va tout faire pour que ça continue lors de notre deuxième année de mandat. En fait, certaines personnes, ils ont chacun leurs idées du fait de leur horizon social. Ils ont chacun connu des choses différentes, donc ils apportent un peu les problèmes qu'ils connaissent et on essaye de mettre en œuvre des solutions pour y répondre, qu'elles soient financières, matérielles, humaines même. On peut lancer des campagnes de publicité, donner des subventions à des associations qui luttent contre certains problèmes. Voilà, c'est un peu nos moyens d'action directs et concrets envers la jeunesse. Qualité de vie des habitants et aménagements urbains ne font pas toujours bon ménage. Direction Thionville, où une cuve de rétention fait débat. Je vous le disais donc, à Thionville, un bassin de rétention dérange certains riverains, construit il y a 4 ans pour contrer les inondations fréquentes. Les habitants du quartier Saint-Exupéry se plaignent aujourd'hui de cet équipement nécessaire, si bien qu'ils ont lancé une pétition pour que l'aménagement soit en tout cas végétalisé. Explication dans ce reportage. Un bassin de rétention qui fait débat. Cette cuve a été construite en 2019 à la suite de très importantes inondations dans ce quartier. Depuis, plus aucun problème. Pourtant, une vingtaine de personnes ont lancé une pétition. Ce qu'on voudrait, c'est que le bassin soit recouvert et végétalisé. Qu'on ne voit plus ce gros trou noir. D'autant plus que la mairie se targue de verdir la ville. Ici, elle a plutôt noirci le quartier. Ce bassin génère des odeurs, notamment lorsque les eaux de pluie stagnent. Là, il fait sec depuis plus de 3 semaines. Il y a encore des flaques d'eau avec des algues qui restent. Et de ces endroits émanent des odeurs assez désagréables. Comme toute eau stagnante, ça attire des moustiques. Une usine de production d'eau se trouve à quelques mètres. Il a été décidé de faire un bassin de rétention et non d'infiltration, car en dessous de cette cuve se trouvent des zones de captage d'eau potable. Que si c'est l'élément technique qui nous permet d'éviter d'avoir des inondations, soit on ne faisait pas de bassin, soit on faisait un bassin. Et les services m'ont dit, nous on n'a pas beaucoup de possibilités. Une réunion entre les différents acteurs est prévue d'ici la fin du mois. On passe l'uniforme maintenant avec les militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied à Bitche qui a accueilli les élèves de l'INSP de Strasbourg. Regardez. L'imposant Charles Leclerc était de passage pour une démonstration technique à Bitche-Camp. Les élèves de la formation Guillaume Apollinaire de l'Institut national du service public à Strasbourg sont venus sur les terres d'entraînement du 16e bataillon de chasseurs à pied pour une journée d'immersion. Avant les ateliers de l'après-midi, ils ont assisté à des manœuvres. Ça fait partie de notre programme de formation, dans le programme Le Parcours Sécurité et Défense. Et à titre très personnel, c'est en continuité avec mes centres d'intérêt. Pendant mon stage INSP à la préfecture du Var, j'ai fait une immersion de 2 mois dans une PME qui s'appelle Baumier, qui construisait des parties du canon César. Et moi, ça m'apporte à moi l'envie de retourner avec joie, ce que je veux faire dans 1 an, au sein de l'armée de terre, dans un régiment de Charles Leclerc. C'est la première fois que le 16e BCP accueille cet événement annuel, le but étant de présenter aux élèves l'ensemble des capacités interarmes de l'armée de terre. Pour ce faire, le 501e régiment de chars de combat et le 40e régiment d'artillerie sont venus participer à la démonstration. Moi, c'est d'abord un sentiment de satisfaction de voir que effectivement ces futurs cadres de la nation
s'intéressent à la chose militaire et plus particulièrement du coup au 7e bataillon de chasseurs à pied stationné ici à Bitche. Et c'est l'occasion pour moi de leur montrer que dans cet environnement assez exceptionnel, nous avons une unité solide, riche d'expérience, qui continue à s'entraîner. Pour des raisons de sécurité, les munitions de 25 mm n'ont pas été utilisées à cause des fortes températures. Seuls les plus petits calibres ont tiré à cause des risques d'incendie. Pour cette journée, c'est l'ensemble de la 2e brigade blindée qui participe aux activités. En fait, c'est assez peu de préparation, parce qu'en fait, on ne fait que restituer ce qu'on fait très régulièrement à l'entraînement. Et notamment, cette séquence d'aujourd'hui, c'est aussi une séance d'entraînement, parce que ça fait partie du drill, ça fait partie de la connaissance interarmes. La matinée s'est terminée sur une photo de groupe, un souvenir que les élèves ne sont pas prêts d'oublier. Et puis de son côté, Moselle Attractivité a tenu son assemblée générale au parc Explore Vindel de Petite-Rosselle, haut lieu touristique mosellan. L'occasion de décorer d'une médaille 4 personnalités du territoire: Éric de Marville, directeur du camping Cap Fun La Mirabelle à Volstroff, Ève Maurice, viticultrice au domaine des Béliers à Ancy-d'Orneau, Alban Piller, présidente du Zoo d'Amnéville, et Thomas François, chef du restaurant à la 12 à Delme. Tous ont reçu la médaille du tourisme pour leur implication dynamique sur le territoire, en portant des projets pour le tourisme de demain. C'est le cas de Thomas François, restaurateur qui a ouvert un gîte autonome, comme il nous l'explique ici. Je vois pour notre gîte, par exemple, on ne fait aucune communication, rien du tout, et ça fonctionne. On a un beau taux d'occupation, on est vraiment satisfait, et parce que les clients, en fait, ils vivent vraiment une expérience dans du tourisme vert, développement durable, puisque le gîte n'est pas raccordé ni à l'eau ni à l'électricité, il est en totale autonomie. On travaille sur des panneaux solaires, on a une éolienne qui nous remonte l'eau, on a un traitement d'eau. À côté du gîte, il y a un étang et il y a tout un écosystème qui est en place depuis des années. Et ils vivent une expérience et je pense que c'est l'hôtellerie de demain. Ce soir, vous l'avez compris, c'est la fête de la musique et on espère que vous allez en profiter à fond. Mais hier, déjà, certains ont donné de la voix et pas pour n'importe qui. Bruno Berberès, directeur du casting pour le télécrochet The Voice, diffusé sur TF1. Au cœur du boulevard des légendes, la cinquantaine de candidats sélectionnés par Direct FM a tout donné pour être choisi par les oreilles expertes de ce producteur de musique. Regardez, ou plutôt écoutez. C'est un expert qui sait exactement ce qu'il recherche. Bruno Berberès, célèbre pour avoir découvert la chanteuse Louane, espère trouver la future voix française. Il faut évidemment qu'il soit juste, qu'il soit en rythme, puis après qu'ils aient une différence, qu'ils apportent quelque chose au casting de différent des autres. Mais la différence, c'est d'avoir un message et d'être sincère et d'être authentique et de venir avec 100% de soi-même, y compris ses défauts. J'ai pas de quota par région, non, on n'est pas Miss France. Donc je peux repartir les poches pleines ou vides. Je peux en avoir 10, 12 ou 0. Les candidats, après avoir travaillé plusieurs mois, doivent tout donner. L'important, c'est d'être fier de sa performance. En tout cas, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Je pense que j'aurais pas pu faire plus ni moins. Donc, je pense que j'ai donné tout ce que j'ai pu. Déjà, c'est très compliqué de trouver la bonne chanson, mais il faut trouver déjà la chanson qui met en valeur notre voix. Par exemple, moi, je sais que j'ai une voix très grave, donc il fallait que j'arrive à trouver des choses qui montrent que j'ai une voix très grave. Mais pareil, quelque chose qui montre qu'on peut monter également. Enfin, il faut toujours trouver son style. Je veux vivre de la musique et The Voice, c'est un tremplin parce que je serai devant la France entière. Et c'est le meilleur moyen de me créer une communauté et de voir si je suis capable de vivre de ce métier aussi. Certains sont venus par hasard, poussés par une véritable passion du chant et avec un parcours pour le moins atypique. J'accompagnais des amis à moi qui se sont présentés au pré-casting et au dernier moment, je me suis inscrite. Et pinch, voilà. La vie a fait que le chant a été pour moi une bouée de secours.
atteinte du cancer et dans la même année de mon divorce, j'ai trouvé le chant en guise d'occupation, de consolation, d'exutoire, et ensuite c'est devenu une passion. Ceux qui seront choisis recevront un mail dans les prochaines semaines et participeront aux auditions à l'aveugle. Et si certains sont sélectionnés, ils passeront au moins les auditions à l'aveugle. En attendant, ouvrez une nouvelle boîte à malice ce soir avec au programme un focus sur la nouvelle saison de l'Espace Coltès de Metz, mais aussi la découverte de l'exposition de la peintre Rebecca Samancy. Côté musique, vous saurez tout sur la dernière édition du Jazzpot Festival de Thionville qui se déroulera du 4 au 8 juillet. Quel en est le programme ? Christian Schott, le président de l'association, fait le point pour nous. On essaye de faire une belle programmation chaque année, mais cette année, je crois qu'on a notamment 3 grandes têtes d'affiche autour de Truffaz. Je crois que tout le monde connaît au-delà du jazz. Pour Curry et Parisien qui nous revient, c'est vraiment 3 phares du jazz en France, voire en Europe. Mais ça cache pas, ce ne sont pas 3 arbres qui cachent la forêt, parce qu'on a beaucoup d'autres propositions, parfois plus audacieuses, qui tournent autour du hip-hop, qui tournent autour du jazz un peu plus lyrique, jazz électro, etc. 10 concerts par contre du 4 au 8 juillet, avec notamment une soirée totalement gratuite, et c'est à travers ça qu'on fête aussi notre anniversaire, puisque le 4 juillet, le mardi, c'est gratuit de 18h30 à minuit. Et pour encore plus de jazz et pour faire le plein de culture, rendez-vous, vous l'avez compris, sur notre antenne ce soir à 19h ou sur notre site internet www.moselle.tv. Le rendez-vous à ne pas manquer ces prochains jours, c'est bien sûr le top départ de la 7e édition du festival Constellation de Metz. On en parle avec notre invité. Patrick Thiel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes en charge de la culture à la ville de Metz. Êtes-vous impatient de lancer les festivités et constellations demain ? Bien entendu, ça nous occupe pratiquement toute l'année. On est content de lever le rideau. Avec des parcours nocturnes et diurnes, on en a l'habitude avec cette 7e édition. On va commencer par les temps forts à la nuit tombée. Le thème cette année est le biomimétisme. En quelques mots, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, c'est toujours en rapport avec la nature, toujours en rapport avec l'écologie, avec l'urgence climatique. On est la ville qui a inventé l'écologie urbaine avec Jean-Marie Pelt et Roger Klein. Il faut que ça se retrouve, je dirais, dans les œuvres. Et elles ont été sélectionnées, notamment avec nous et notre commissaire Jérémy Bello, sur cette thématique qui est toujours la même, c'est-à-dire mettre des œuvres numériques qui correspondent au nouveau pinceau d'aujourd'hui, à la nouvelle création, dans les lieux du patrimoine messin. Donc on aura le droit à du mapping vidéo, ça on l'a bien compris. Quels sont les autres temps forts lumineux ? Alors bien sûr, en dehors du mapping de la cathédrale qu'on découvre un peu là sur vos images, j'ai des coups de cœur. D'abord, une œuvre qui se trouve place d'Armes, qui est une œuvre en elle-même et qui est absolument magique, qu'on appelle Éloge de l'air. Et ce sont en fait des grandes balançoires, donc c'est à la fois ludique. Je vois d'ailleurs que les familles sont là dès la journée, mais c'est une œuvre aussi du soir. Ça s'illumine en fonction de ces mouvements de balancement, et il y a de superbes drapeaux qui sont aux couleurs de l'or de notre pierre, évidemment, et qui survolent tout ça. Éloge de l'air. Et puis alors il y en a d'autres, bien sûr, des coups de cœur, mais j'en ai un tout particulier qui est dans la cour de pierre du musée, qui sont d'énormes boules. On a l'air d'être tout petits, comme si, vous savez, dans l'Étoile mystérieuse de Tintin, les champignons grandissaient parce que la nature n'était plus respectée. Et bien là, ça veut dire que la nature, elle est prête à éclater. Ce sont des grandes boules. On peut d'ailleurs se promener à l'intérieur. C'est un petit peu mon deuxième coup de cœur. Alors ça, c'est pour la partie nocturne. Il y a bien sûr des parcours en journée. On pourra observer quel type de choses cette année ? Eh bien, on va retrouver une œuvre originale et nouvelle sur la Porte des Allemands. Et j'invite tous les touristes, tous les Messins, tous les Mosellans, naturellement, à faire ce grand parcours qui part de la Porte des Allemands, passe par les murailles de la Seille, et ensuite on arrive vers la Moselle. Et c'est toujours, je dirais, à la fois les œuvres, les arts dans les jardins, pour finir en quelque
quelque sorte avec cet envol de l'oiseau qu'on avait déjà l'année dernière. Il y a des œuvres qui sont réemployées, écologie urbaine, mais il y a beaucoup de nouvelles œuvres. On a 28 œuvres par exemple qui sont entièrement nouvelles sur tous ces parcours, et nous avons environ 80 artistes qui ont contribué à cette nouvelle édition, dont de nouveau, bien sûr, là on voit à l'écran par exemple du street art avec ces grands oiseaux, et puis j'ai aussi, voilà, on aperçoit la porte des Allemands dont je parlais à l'instant, avec des oiseaux et des fleurs, toujours cette thématique de la nature qu'il faut respecter. Et puis on se retrouvera aussi avec des photos comme on voit ici au passage, et c'est vraiment à la fois les illuminations pour une ville lumière par sa couleur, mais aussi lumière par sa philosophie, par sa tolérance, et je dirais par cette inclusivité de tous au sein d'une société apaisée. Parlons quelques instants de chiffres, tant en termes de fréquentation que de budget. Cette 7e édition, vous l'attendez comment déjà en termes de fréquentation ? Parce que c'était un million de visiteurs l'an passé. Voilà, on espère dépasser ce million de visiteurs, tant, je dirais, la renommée de ce festival, qui, il faut le noter, est le plus long des festivals français. Parce que les grands festivals du théâtre, on le sait, c'est Avignon, le festival du lyrique, c'est Aix, ça dure environ 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Là, il y a une œuvre absolument magnifique de street art où on voit l'envol du héron, et pour pouvoir avancer davantage, il a pris le corps, en quelque sorte, pour se pousser vers une assomption dans le ciel, en rapport avec l'église qui est tout à côté. C'est une œuvre de Monkey Bird qu'on avait découvert l'année dernière à l'Arsenal et qui était absolument magistrale. Et j'ai tenu, à titre personnel d'ailleurs, à ce que Myriam Emer, qui est notre artiste, qui choisit ses artistes, puisse nous présenter une œuvre magistrale à Metz. Vraiment, Metz compte aussi aujourd'hui dans le street art, à côté de l'art des jardins et naturellement le cœur de constellation qui sont les lumières de la nuit. Alors vouloir attirer plus de monde, avoir beaucoup d'artistes internationaux, on parlait dans ma question tout à l'heure de budget, est-ce que vous arrivez à avoir un budget qui suit avec tous ces événements qui sont à chaque fois assez impressionnants? Votre question était au cœur de l'actualité de notre projet, évidemment, parce que cette année, les finances publiques sont mises beaucoup à contribution avec l'augmentation nécessaire du point d'indice, mais aussi avec le coût de l'énergie qu'on a vu flamber. Et nous savions aussi que nous étions dans le creux des crédits européens, parce que nous n'avons pas cette année. Alors on a anticipé, et je peux annoncer à tous vos téléspectateurs qu'on l'a fait, si j'ose dire, avec certaines pointes d'intelligence, parce qu'on a acheté des œuvres, on ne les loue pas, on ne les fait pas, ce n'est pas des créations simplement pour ici, mais on a acheté des œuvres en copropriété. C'est le cas notamment de Éloge de l'air avec ses drapeaux dont je parlais tout à l'heure, qui est une œuvre qui appartient désormais à Metz, à Montréal, au Québec, et à Bruxelles. Et pour terminer très rapidement, est-ce qu'on peut dire que la volonté aujourd'hui, c'est de faire de Metz une ville de lumière, comme on connaît Lyon par exemple ? Oui, et bien davantage, parce que Lyon, c'est simplement sur un week-end, et nous, c'est sur 2 mois dépassés, puisque ça commence ce soir, on est dans les 2, il faut le retenir, le 22 juin aujourd'hui, ça commence, le 2 septembre, ça s'arrête, hélas, et la ville de lumière, elle l'est déjà, sa cathédrale s'appelle déjà la Lanterne du Bon Dieu, notre pierre est de lumière, et surtout, nous avions ici l'abbé Grégoire et d'autres qui ont participé à cet héritage des Lumières du XVIIIe siècle, qui devrait nous inspirer tous, tant c'est un message de tolérance et de concorde. Dans tous les cas, le programme complet est à retrouver sur le site internet www.constellation au pluriel-metz.fr. Des jeux de lumière et des parcours d'artistes à découvrir donc dès ce jeudi 22 juin et jusqu'au 2 septembre. Merci d'avoir partagé notre plateau. D'en parler. Mais Constellation a finalement débuté quelques jours avant, notamment aujourd'hui, avec l'inauguration de l'œuvre Droit au but des artistes françaises Bérénice Milon et américaine Sofa Wood. À cette occasion, la compagnie professionnelle Mistral Est a proposé une performance de street dance. D'ailleurs, certains danseurs de cette structure, ouverte depuis 2004, espèrent être qualifiés pour participer aux Jeux Olympiques 2024. À terme, cette compagnie alsacienne souhaite ouvrir une école de danse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce soir, retrouvez Jean Milon qui fera face à Myriam Aïdir, directrice artistique, ingénieure culturelle et conférencière. Et puis à 19h, continuez de faire le plein de culture avec Alicia Hiblot. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.